Nous étions tout à l'heure donc sur la situation du couvre-feu au Togo avec le décès d'un jeune homme qui a été signalé dans un quartier de la capitale, Eric Johnson. Avant la pause, vous avez la parole, vous évoquez le professionnalisme des forces de sécurité. Ah oui, c'est ce qui est important aujourd'hui. Et aussi, vous savez, il y a eu un programme avec l'ancien Premier ministre Rumbo sur le civisme. Oui. Et je crois qu'il faudrait aussi que les autorités continuent ce programme-là. Ce programme qui a été stoppé d'une façon vraiment oui, pas possible. Quoi. Il faut reprendre cela. Et l'éducation pour la vie dans notre société, dans notre communauté, comment pourrons-nous vivre ensemble avec les forces de l'ordre. Et si il y a une formation qui dit, vous, société civile, vous civils, quand vous êtes en face d'un agent de sécurité, voilà comment vous devez vous comporter, et l'agent de sécurité en face du civil, comment vous devez... Je pense que ça doit être un truc fait en symbiose avec les forces de l'ordre. Je crois que petit à petit, on y arrivera et on évitera tous ces cas déplorables. Mais ça pose aussi la question, parce qu'on a plusieurs fois entendu le ministre qui a dit « Nous avons appelé nos éléments au professionnalisme ». Est-ce qu'ils comprennent ce message ? Non, je crois qu'ils comprennent le message, mais sauf que parmi le troupeau, il y a toujours des zélés. C'est ça aussi le problème. Vous savez, en son temps... Finalement, il y a trop de zélés. Oui, bien sûr. le général Yadema avait institué réconciliation armée-nation. Bon, après, la CVG a proposé d'autres formes. Bon, on a souvent tué des boucs, on a fait la fête. Et puis après, on ne s'attaque pas au nœud du problème. Aujourd'hui, quand un civil voit un homme en uniforme au Togo, il a tendance à fuir systématiquement. Il faudrait qu'on revienne quand même à de meilleurs sentiments, à une très bonne éducation civique qui nous amène à, effectivement, décliner notre identité devant l'agent des forces de l'ordre de sécurité, et que l'agent des forces de l'ordre de sécurité aussi respecte le civil. Parce que c'est un citoyen comme toi. C'est le citoyen là même qui contribue à acheter les armes que tu utilises pour assumer sa sécurité. Et vous savez, dans un monde, peut-être qu'on n'en parle plus à cause du coronavirus, dans un monde en proie au djihadisme et au terrorisme, vous savez que la contribution des civils est très importante pour démanteler les réseaux. Alors, dans toutes les communautés, il devrait y avoir une collaboration entre policiers, militaires, gendarmes et société civile ou population. Si ce n'est pas le cas, quand la population ou quand les civils auront des informations, ces civils auront peur de vous aborder. Vous savez, dans un État, normalement, même au niveau de la presse, les journalistes peuvent avoir des informations qui peuvent servir à sauver l'État. Mais s'il n'y a pas cette confiance entre journalistes ou tout court civils et puis forces de l'ordre ou de sécurité, le journaliste ne va rien dire. Il va attendre que cela arrive et que tout le monde ramasse les pots. Aujourd'hui, il est très important que tous les civils respectent les consignes du gouvernement, notamment le couvre-feu. On a dit 20h, il ne faut pas bouger. De préférence, si vous êtes quelque part, il est 20h, si vous avez la possibilité de dormir là-bas, dormez. Ça, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, de l'autre côté, quand des agents de sécurité ou de défense retrouvent des civils en train de violer le couvre-feu, il ne faudrait pas qu'à leur tour, ces agents violent aussi les droits de l'homme et créent des problèmes au pays en les bastonnant ou en les torturant. Aujourd'hui, le fait est là. Ce jeune homme est mort. Peut-être qu'il y aura d'autres rapports qui vont prouver autre chose. Peut-être que l'autopsie va dire quelque chose. Mais pour le moment, il y a un fait. Il y a un mort. C'est un jeune homme d'une quarantaine d'années, à peu près 46 ans, je crois. Et il est mort lors du couvre-feu à un endroit bien situé. Contrairement au Nigeria, la police du Togo sait le samedi 11 avril qui était de patrouille dans telle zone. Et la police la direction peut écouter effectivement les agents et savoir ce qui s'est passé. C'est en cela que nous disons, dans quelques jours, voire quelques heures, le cabinet du ministre de la Sécurité
doit réagir pour situer l'opinion sur ce qui s'est passé. Et pour le moment, on va souhaiter que condoléances à la famille et aussi que le corps, que le monsieur se repose en paix. Maintenant, qui va s'occuper de ces 3 enfants? La question reste posée. Donc, nous avons obligation de respecter, de faire respecter les droits de l'homme autour de nous. On peut être militaire aujourd'hui, demain, quand on sera retraité, on devient civil. De toutes les façons, on dit d'ailleurs que les policiers sont des civils habillés. Deuxième sujet, Togo, nous allons évoquer ces propos de Antoine Foli. Antoine Foli, secrétaire de l'UDS Togo, qui estime que l'opposition togolaise est minée par les logiques partisanes et ou de promotion individuelle. L'UDS Togo a sorti un long communiqué. Je donne lecture de quelques points du communiqué. Il dit il se développe depuis quelques temps et au sein de l'opposition des forces démocratiques togolaises une polémique autour du refus présumé des partis politiques non membres de la dynamique Monseigneur Kpodro de rejoindre la dite dynamique pour revendiquer la victoire de son candidat, M. Agbeyome Kodjo, à l'élection du 22 février. Cette polémique s'est amplifiée ces derniers jours suite à la conférence de presse de Monseigneur Kpodro, au cours de laquelle l'archevêque émérite a accusé publiquement tous les leaders politiques de l'opposition non membres de sa dynamique d'avoir reçu de l'argent du régime RPT UNIR en contrepartie de leur silence et de leur refus de défendre la victoire du candidat. L'UDS conteste ces propos et s'étonne du silence approbateur des responsables politiques. Bon, le communiqué il est très long, moi je ne peux pas tout lire, mais en tout cas j'avais lu avant, donc on va... Antoine Foli a fait, j'allais dire, adresser un portrait une caricature de l'opposition togolaise minée par des logiques partisanes. J'allais dire, ils se décrivent, c'est ça? Je voudrais juste demander à M. Antoine Foli de quoi il se plaint. Il se plaint de quoi? Du moment où, depuis les années 90, après le soulèvement populaire qui a conduit au multipartisme et avec l'instauration de la démocratie dans notre pays, ils ont été les premiers à s'attaquer systématiquement à ceux-là qui se disaient opposants et qui, d'une manière ou d'une autre, s'approchaient des membres du parti RPT. C'est eux qui avaient instauré ça en disant « Ah, si vous les approchez, c'est que vous êtes corrompus, vous avez pris de l'argent, vous êtes ceci, vous êtes cela. » Mais aujourd'hui, ce n'est que le revers de la médaille. C'est-à-dire que lui, Antoine Foli, il a été ministre sous le président Faure. Oui. Mais tout ce qu'on lui a adressé comme message, on a écouté. Mais aujourd'hui, pourquoi il se plaint? Eux-mêmes, ils ont instauré cela et ils ont pensé à un moment qu'il fallait juste balayer tout ce qui était au pouvoir d'une main et qu'ils allaient s'installer et ils n'allaient plus jamais composer avec ces gens. Mais vous faites de la politique. Aujourd'hui, s'ils regardent un peu sur l'échiquier international, ceux qui arrivent au pouvoir après l'instauration de la démocratie, c'est des gens qui sortent du parti déjà au pouvoir, c'est-à-dire des régimes en place. Je prends le cas du Bénin, le Sénégal, le Burkina, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la politique en disant que vous n'allez pas discuter, échanger avec ceux qui sont déjà au pouvoir. Si votre objectif est d'arriver au pouvoir, vous êtes obligé de faire avec les gens. Ce qui se passe entre aujourd'hui, Kpodro, il a toujours été là. Kpodro, c'est lui qui a coordonné la conférence nationale souveraine. Kpodro, aujourd'hui, il dit qu'il est dans une dynamique. Et Kpodro se dit, mais
vous dites que vous êtes de l'opposition, vous ne voulez pas nous soutenir à un moment où nous disons que nous avons gagné le scrutin présidentiel. Mais Podjo oublie aussi une chose, c'est que ceux-là n'ont pas été quand même au scrutin, à l'élection, mais ils ont aussi des chiffres, ils ont aussi des résultats. Et ce qui ne leur permet en aucun moment de soutenir quelqu'un qui dit que j'ai gagné le scrutin autre que les résultats que la CENI et la Cour constitutionnelle ont donné. Donc, je crois que Antoine Folly, il va beau crier sur tous les toits, mais qui va l'entendre? Parce que ils ont toujours vécu de cette manière, ils ont toujours décrit les gens de cette manière. Je me rappelle en 94, lorsque Edem Kodjo a accepté le poste de Premier ministre, c'est eux qui étaient au front pour dire que Yadema a corrompu Edem Kodjo. Il lui a remis, paix à son âme, Edem Kodjo qui vient de nous quitter très récemment. Et je dis, mais c'est eux, Antoine Folly comment il s'appelle, G-Christ, Agboïbo, tout ce beau monde-là disait que Edem Kodjo était corrompu. Mais aujourd'hui, on dit que vous aussi, vous ne soutenez pas l'opposition parce que vous avez pris de l'argent. Alors, il va se plaindre auprès de qui? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo, peut-être. Vivien, c'est-à-dire, si je comprends Eric, c'est la balle qui revient au rebond. Moi, je dirais même plus, c'est la nuit des grands couteaux. C'est la nuit des grands couteaux. Vous savez que l'actualité politique est très pauvre, pas seulement au pays, mais aussi un peu partout, à cause du coronavirus. Et donc, dès qu'il y a quand même de petites sorties de politiciens, bon, cela donne quand même objet à réflexion et à commentaires. Mais Monseigneur Podjo, qui est quand même ancien président de l'Assemblée nationale aussi, donc ancien président du ACR, donc office de président de l'Assemblée nationale, et surtout qui a présidé la conférence nationale souveraine, a quand même beaucoup de choses dans ses archives. Il connaît mieux ses frères de l'opposition, si on peut ainsi s'exprimer. C'est le lieu, effectivement, de saluer la mémoire de M. Edem Kodjo, mon grand frère, qui a eu très tôt raison de comprendre certaines choses que d'autres de ses collègues politiciens comprennent aujourd'hui. Ça, il faut le saluer. Mais il faut saluer aussi l'initiative de Maître Agboïbo. En 2006, lorsqu'il s'agissait de claquer la porte à ce dialogue qui va aboutir à l'APG, Maître Agboïbo a dit, qui était président du dialogue, a dit non, mais c'est pas, on va pas continuer toujours par claquer la porte. Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et heureusement, c'est cela qui a donné l'occasion d'avoir l'APG en 2006. Et en 2007, on va faire les législatives et Maître Agboïbo lui-même n'aura pas la majorité. À l'Assemblée nationale, c'est l'UFC de G-Christ Olympio, que je salue, qui va avoir la majorité au niveau de l'opposition. Et on a vu. Aujourd'hui, le propos de M. Antoine Folly, c'est en fait la réponse du berger à la bergère. Quoique nous sommes toujours dans la cour, dans une même cour. Et ça se passe entre les opposants eux-mêmes. Monseigneur Podjo se dit déçu. Déçu parce que il n'a pas eu le soutien de l'ANC comme il aurait voulu. Il n'a pas eu le soutien de tous ceux qui composaient la C14 comme il aurait. De la même manière, l'ANC dit que c'est Podjo qui l'a trahi. Oui. Le problème, c'est que déjà, les bases étaient faussées. Du moment où l'opposition va à la présidentielle à rang dispersé. Et Monseigneur... Il faut parler déjà des municipales. Des municipales et les législatives. Donc, Monseigneur Podjo, qui avait pris une initiative que beaucoup ont saluée, n'a pas malheureusement, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas malheureusement réussi à convaincre tous les leaders politiques pour effectivement s'aligner. Sinon, on aurait eu un candidat de l'opposition contre
le candidat du pouvoir, M. Faure Gnassingbé, et peut-être éventuellement un indépendant. Mais s'il y a déjà à peu près 6 candidatures en face de M. Faure Gnassingbé qui avaient plus de chances de gagner, parce que quand on est au pouvoir, quand même, on a plus de moyens, on a plus d'assises, on a plus de chances de remporter les élections. Ce n'est pas seulement chez nous, un peu partout. Alors aujourd'hui, Monseigneur Kpodjolo fait ses regrets. C'est un regret parce qu'il n'a pas eu ce soutien-là dès le début de toute la classe politique de l'opposition. Et il se disait, au moins, après les élections, beaucoup vont s'aligner, y compris les candidats. Et vous avez vu que même Gogué, le professeur Gogué et d'autres aussi, n'ont pas aimé son discours. Donc, il se disait, juste après les élections, étant donné les résultats que eux ils évoquent, les résultats qu'ils n'ont jamais présentés d'ailleurs. Bon, donc, il se disait que toute l'opposition devait, d'une façon logique, se ranger derrière la dynamique et contrer le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1990. On n'est plus en 1994, ni même en 2003. Donc, chaque parti politique essaie de faire la politique autrement. Ce qui fait que tu ne peux pas forcer les formations politiques à aller contre leur volonté, leur conviction, ainsi de suite. Alors, finalement, si on veut analyser les propos d'Antoine Folly, qui parle de logique partisane et de promotion individuelle, je crois que ils ont tout fait eux-mêmes au sein de l'opposition de ne pas s'accepter dès le départ. Oui. C'est-à-dire que il n'y a pas de logique d'aller toujours au front en rang uni. Ils y vont toujours en rang dispersé, même au cours des dialogues. Quand je me rappelle du dialogue Togo Télécom 2, où le parti au pouvoir avait déjà accepté la limitation des mandats, et que le soir, c'est un parti qui dit il faut la rétroactivité. Mais 2-3 partis n'étaient pas d'accord pour ça. Mais ils y sont allés et finalement, ce dialogue-là a capoté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez qu'au sein de cette opposition-là, ils n'arrivent jamais à parler d'une même voix. On ne peut pas leur demander de s'aimer, mais au moins sur le minimum, ils pouvaient avoir une entente. Ils pouvaient s'entendre. Et il n'y a jamais eu cela, malheureusement. Leur vrai problème, c'est un problème de leadership. Et en 93, pour la première élection multipartite, avec Edem Kodjo, candidat unique du Code 2, si on se rappelle de ce moment, c'est à quelques jours du scrutin où Edem Kodjo était le candidat, le seul candidat de l'opposition, au-delà de et ça faisait peur, hein, et Adani Ifé et Jacques Amouzou. Mais Edem Kodjo faisait le poids face à Gnassingbé Yadema. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'ambassade de France. On leur expliquait, laissez Edem Kodjo aller à ce scrutin. À la dernière minute, ils sont revenus pour dire non. Alors que, en réalité, c'était pas par rapport à l'organisation du scrutin qu'ils ont commencé par dénoncer quelques jours plus tôt. Mais c'est plutôt une question de leadership. Pourquoi c'est Kodjo et pas moi? Et là, alors que le monsieur avait déjà fait une très bonne campagne avec un hélicoptère en plus. Et vous imaginez, dans le temps, le général Yadema a utilisé un hélicoptère pour faire sa campagne. Monsieur Edem Kodjo utilise un hélicoptère pour faire sa campagne. Et même quand il s'est retiré... Pour le général, c'était un hélicoptère militaire. Et pour Edem Kodjo, c'était privé. Un hélicoptère blanc. Tu vois? Vous imaginez. Et donc, même quand il avait retiré sa candidature, vous savez qu'il y a certains Togolais qui ont quand même voté pour lui parce que ce n'est pas dans toutes les préfectures qu'on a pu enlever son bulletin. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est que, au fait, le scrutin était déjà sécurisé par la France, qui avait envoyé ses bérets rouges. Et en ce temps, quand tu es dans une situation, tu appelles la police arrive, la gendarmerie suit, et les bérets rouges français suivaient en même temps. Et la situation était telle que
quand tu poses la question en off, au niveau de l'ambassade de France, c'est que le scrutin était sécurisé. Donc, quand eux, ils ont commencé par parler de fraude, etc., on a compris que finalement, c'était pas par rapport à l'organisation du scrutin, mais plutôt une autre question qui ne voulait... Mais l'ambassadeur de France en son temps, M. Michel Châtelet, les avait reçus individuellement. Mais ça n'a jamais résolu le problème. Donc je pense il y a eu toujours ce croc à jambe je pense que depuis... cette opposition-là a ce problème qu'il n'arrive jamais à s'entendre sur le minimum pour faire face à un pouvoir qui est très organisé, je le dis. Et qui a les moyens aussi. Qui a les moyens, de grands moyens. Donc, si tu es en face de quelqu'un qui a de grands moyens, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une union pour pouvoir espérer vaincre. Mais quand vous n'arrivez pas à prendre quelqu'un en votre sein, comme votre leader, et que vous propulsez, vous ne pourrez jamais rien avoir. Mais le diagnostic qu'a fait Antoine Foli, c'est quand il dit l'opposition menée par des logiques partisanes ou de promotion individuelle. C'est fataliste. Mais ça a toujours été le cas. Je dis, Antoine Foli, lui-même, bon, enfin, si on veut aller dans d'autres considérations, on dira qu'ils ont trop duré à la tête de leur parti aussi. C'est-à-dire que on ne fait pas la promotion des gens autour de soi. Et toujours est-il que à chaque fois qu'il y a une situation, quelqu'un sort pour dire voilà, nous devons normalement nous unir autour de quelqu'un. C'est toujours fataliste pour eux. Oui, et puis regarde déjà pour les dialogues. Déjà, quand on veut aller au dialogue en face du parti au pouvoir, l'opposition fait tout et tout pour écarter certaines personnes en son propre sein. Oui, comment on peut faire un dialogue et exclure les gens. Alors aujourd'hui, en fait, M. Antoine Foli ne fait qu'une analyse d'une réalité que lui-même connaît très bien. Ce qu'il y a comme différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il y avait, c'est que Monseigneur Podro a voulu imposer l'ancien président de l'Assemblée nationale, Agbéobe Cordio, pour les élections. Il n'a pas malheureusement réussi à l'imposer à l'opposition. La preuve, c'est qu'il y avait d'autres candidatures et il y a d'autres partis qui n'ont même pas jugé bon d'aller aux élections, de soutenir qui que ce soit. Non, et aujourd'hui, après les élections... Monseigneur Podro s'est mal pris dans cette histoire. D'abord, vous avez laissé les gens se déclarer déjà candidats avant de les amener à dialoguer pour choisir un autre candidat. Oui, mais apparemment, il aurait commencé depuis, mais voilà, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Mais c'est ça, je dis, il s'est mal pris. Et maintenant, ce qui s'est passé, quand tu désignes quelqu'un comme étant candidat de ta dynamique, alors, il ne s'agit pas ici de venir dire aux gens qui ont toujours soutenu ces gens-là que ceux-là qui sont aujourd'hui candidats contre nous sont des gens qui sont manipulés par le parti au pouvoir. Ouais. Mais quand vous tenez ce langage-là, c'est plus de division que d'union. Oui, peut-être qu'après les élections, Monseigneur Podro s'est dit il n'y a plus rien à perdre. Donc, des fois, il faut lancer aussi de ces pics-là à ses collègues de l'opposition. Non, mais c'est en pleine campagne. Ça a commencé depuis. Aujourd'hui, ce qu'il faut relever, c'est ce qui s'est passé entre M. Harry Olympio et Maître Yaovi Agboibo. Vous vous souvenez, ils se sont retrouvés devant la justice et le juge, pour finir, a dit je ne vois pas là où se trouve le problème, puisque Monsieur Harry Olympio, vous avez travaillé avec le gouvernement, avec Monsieur Yadema, Monsieur Agboibo, vous étiez président de la CNDH, donc il n'y a même pas de polémique autour. Et quand tu relis cette décision du juge dans le temps, c'était comme un renvoi
Hein, on dit allez à la maison, réglez vos problèmes à l'amiable, au sein de l'opposition. Parce que M. Harry Olympio avait accusé Maître Agboibo d'être financé par le parti au pouvoir. Et Maître Agboibo n'était pas du tout d'accord. Donc il y a eu une plainte et il y a eu un procès. Alors aujourd'hui, plus d'une décennie après, on se retrouve un peu dans la même situation où, au cours d'une conférence de presse ou des conférences de presse, Monseigneur Podro se plaint à dire, bon, nous n'avons pas de vrais opposants, il y en a qui prennent de l'argent chez le pouvoir. Bon, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison, c'est difficile de le dire. Mais comment comprendre qu'au sein de l'opposition, on ne fait pas une assise pour s'entendre? Pourquoi Monseigneur Podro ne peut pas reprendre son bâton de pèlerin, rappeler les opposants et les faire asseoir autour d'une autre... ce qui a été reproché à Monseigneur Podro dès le départ, c'est de choisir un candidat qui n'a pas de base électorale. Les autres disent... Non, peut-être qu'il n'a pas une grande base électorale. Parce qu'il a eu quand même un député. C'est quoi sa base électorale? Il a eu deux députés à l'Assemblée nationale. C'est des Togolais qui ont voté pour lui. Oui, c'est ça qui va faire face et vous avez vu le score un candidat comme Fornia Simbe au cours d'un scrutin présidentiel. C'est ça la base électorale qui te permet de gagner une élection présidentielle. Il y a des leaders de l'opposition qui n'ont jamais été députés, mais qui se présentent souvent à l'élection présidentielle. Et qui parlent aussi au nom du peuple. Bon, je crois qu'on ne peut pas leur refuser cela parce que, en fait, le premier objectif d'un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Donc, on peut toujours se lancer dans la course. Le problème, qu'est-ce que ça va donner? Il serait bien, si on est opposant, de s'entendre pour avoir un candidat pour pouvoir contrer le candidat du parti au pouvoir. Ça, c'est l'idéal pour les opposants. Ce que je dis, mais ça n'a jamais marché chez nous. La réaction d'Antoine Folly, c'est la réaction d'un humain. Parce que c'est trop simpliste de dire des gens aussi responsables comme ça, qu'ils ont pris de l'argent et ils ne veulent pas soutenir une dynamique. C'est trop facile de le faire ainsi. Quoi qu'il faut faire remarquer aussi que tous les partis politiques de l'opposition reçoivent un financement de l'État. Bon, là c'est officiel. Là c'est officiel. Mais c'est quand on prend une enveloppe ou un sac à part que bon, et Monseigneur Podro en sait beaucoup puisque lui-même étant quand même l'un des aînés au sein de cette opposition, connaît beaucoup de secrets. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que ça soit réglé à la maison et que ça ne soit pas exposé. On va arrêter ici. Merci beaucoup. Merci Eric Johnson. On n'en finira pas, même si on continue jusqu'à demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Surtout, protégez-vous et, comme j'ai l'habitude de le dire, priez également.